Concernant l'état de la menace, effectivement, hein, vous avez raison de souligner que l'état de la menace dirigée contre le territoire national fait que les services de renseignement craignent aujourd'hui moins une attaque de type projetée, comme celle que nous avons connue avec les attaques contre le Bataclan, les terrasses et le Stade de France en novembre 2015. On craint moins ce type d'attaque avec le délitement de l'État islamique, d'Al-Qaïda, que des attaques, même si on reste évidemment extrêmement prudent sur ces attaques projetées. La menace la plus forte actuellement, c'est celle qui réside d'individus qui sont présents sur le territoire national et qui, inspirés par la propagande de Daesh ou d'Al-Qaïda, passent à l'action avec des moyens rudimentaires, mais qui peuvent être, on l'a vu avec des attaques au couteau, des attaques à la voiture bélier, extrêmement dangereux et susceptibles de faire un nombre élevé de victimes. La menace, le souci, c'est la menace endogène, avec une concentration forte des services de renseignement pour essayer de détecter des individus susceptibles de passer à l'action sur le territoire national. Ça devient de plus en plus compliqué puisque, lors des dernières attaques, les individus n'étaient pas connus des services de renseignement, n'avaient peu ou pas de contact avec des individus sur zone, ce qui se passait en 2016-2017 et qui permettait évidemment aux services de renseignement de détecter ces individus et de pouvoir les empêcher d'agir et donc de déjouer les attentats. Là, on est face à des individus pas connus qui se radicalisent souvent en un trait de temps et qui passent à l'action. Et donc, ça devient effectivement extrêmement compliqué, mais ce travail des services de renseignement, il se poursuit. Les pouvoirs publics en France ont été confrontés à des attaques terroristes qui se revendiquaient d'un islam radical sunnite, d'organisations terroristes, certaines ayant revendiqué ces attentats, les auteurs ayant fait acte d'allégeance. Donc nous avons été confrontés à des attaques de caractère terroriste. Et l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place par les pouvoirs publics français ces dernières années, il faut remonter au quinquennat précédent, et puis évidemment, je vais revenir à tout ce qui a été fait depuis 2017, l'ensemble de ces dispositifs se sont concentrés sur la radicalisation violente. Il s'agissait à la fois de détecter des individus qui adhèrent à cette idéologie de radicalisation violente, de pouvoir les faire suivre par des services de renseignement, d'ailleurs évaluer d'abord, après détection, la réalité de cette adhésion à des thèses violentes, la réalité d'une possibilité de passage à l'acte, donc détection, suivi par les services de renseignement, et puis on a tout un tas d'outils qui ont été bâtis juridiquement ou dans l'organisation des services qui ont permis de renforcer l'appareil d'État dans le suivi de la menace de radicalisation violente et la menace terroriste. Je vais en citer quelques-uns, mais nous prendrions trop de temps à revenir sur l'ensemble du dispositif. Mais rappelez que ces dernières années a été créé un fichier qui permet de suivre les personnes radicalisées qui s'inscrivent dans des processus potentiels de violence, le fameux FSPRT. Rappelez évidemment que sur l'ensemble du territoire national, les préfets sont mobilisés pour suivre les individus concernés, d'abord les détecter, les évaluer, et puis les faire suivre par les services de renseignement. Rappelez évidemment qu'en 2015, dans le cadre de l'état d'urgence, il y a eu des mesures de police administrative extrêmement fortes qui ont été mises en place, comme les assignations à résidence, les perquisitions administratives, et la possibilité de fermer des lieux de culte chaque fois qu'il y avait des présomptions de risque de passage à l'acte, de présomption de radicalisation violente, et a fortiori, quand il y avait des présomptions de terrorisme dans un certain nombre de lieux, il y avait des possibilités de fermer des lieux de culte. Et puis, progressivement, à partir de 2017, nous sommes sortis de l'état d'urgence, mais il y a un dispositif législatif qui a été mis en place et qui a été voté dans le cadre de la loi d'octobre 2017, de prévention et de lutte contre le terrorisme, la fameuse loi SILT, qui a prévu, dans les cas où il y avait des suspicions d'actions violentes ou d'actions terroristes, des possibilités de faire des visites domiciliaires, et en ce moment le ministre de l'Intérieur en fait conduire énormément, et notamment depuis le 16 octobre, mais il y en avait déjà énormément avant, mais depuis le 16 octobre et l'attaque de Conflans-Sainte-Honorine, ce sont un peu moins de 300 visites domiciliaires qui ont été réalisées. Nous avons également la possibilité de fermer des lieux de culte, quand dans ces lieux de culte sont tenus des propos discriminatoires, d'appel à la violence, d'appel à la haine, et qui sont en lien avec la prévention du terrorisme. On a tout un dispositif qui s'est mis en place pour lutter contre la radicalisation violente. Je disais que dans chaque département, les préfets faisaient un suivi extrêmement fin des individus radicalisés.
Vous savez que depuis 2017, les effectifs des services de renseignement ont été augmentés de manière significative, en effectifs, en personnel humain. De la même façon, les budgets techniques des services de renseignement ont été augmentés, ceux-là même qui permettent de développer des techniques de renseignement, des interceptions de sécurité, des captations de données informatiques. Il y a tout un tas de techniques de renseignement encadrées par la loi dont on a pu développer l'usage grâce au vote de budget en faveur de la lutte antiterroriste. Donc tout ça pour dire que donc, ces dernières années, on a eu un dispositif massif qui a été engagé dans la lutte antiterroriste, dans l'appréhension de la radicalisation violente et dans l'entrave à cette radicalisation violente. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de dire que depuis 2017, comme vous le savez, ce sont 32 attentats qui ont été déjoués sur le territoire national, donc ce qui représente un nombre d'attentats déjoués. Alors évidemment, malheureusement, nous avons subi des attaques, mais le nombre d'attentats déjoués reste évidemment significatif. Ça, c'est pour la partie radicalisation violente. J'insiste volontairement là-dessus. La France a été frappée par les attaques. 2015, Charlie en janvier, Charlie l'hypercachère et la policière municipale qui a été tuée donc, sur la commune de Montrouge. Ensuite, novembre, le Bataclan. Avant cela, bien évidemment, il y avait eu d'autres attentats, il ne faut pas l'oublier. 2012, Mohamed Merah, on a eu 50 à Falavier, il y en a eu évidemment d'autres attentats déjoués. Mais le pays donc, est concerné par des attaques terroristes et tout le dispositif se met en place pour le suivi de ce qu'on appelle le suivi de la radicalisation violente et du terrorisme. À côté de ça, petit à petit a émergé l'idée qu'à côté de cette radicalisation violente qui adhère au terrorisme, se développait dans notre pays une autre forme de radicalisation finalement, qui ne prônait peut-être pas, on y reviendra parce que c'est un débat important, ne prônait peut-être pas des formes de passage à l'action violente, mais qui petit à petit, par le développement d'une forme d'islam politique, qui, pour faire simple, vous savez, moi j'ai une définition qui est extrêmement simple de ce message de l'islam politique. C'est un message qui consiste finalement à dire que l'on pourrait trouver des accommodements, des arrangements avec les lois de la République et considérer que la loi de Dieu s'impose aux lois de la République. C'est une définition assez simpliste, mais qui est très réaliste. C'est-à-dire que dans certains territoires, on va considérer qu'on peut finalement mettre sous le coude le principe d'égalité homme-femme, qu'on peut avoir un certain nombre de discriminations entre les jeunes enfants, suivant leur sexe, que l'on peut finalement avoir un certain nombre de contraintes à respecter un certain nombre de pratiques religieuses. Et M. Rougier l'évoquait à l'instant. Ça peut être aussi d'exiger et parfois d'obtenir une organisation particulière du service public, avec des horaires différenciés selon que les femmes ou les hommes fréquentent ces services publics locaux. Et donc petit à petit, donc, on a vu se développer cet islam politique porté par des mouvements dont a parlé monsieur Rougier, qui a cité très clairement évidemment la mouvance salafiste, parfois la mouvance Tablir, le Miligorus, un certain nombre de mouvements qui se développent et qui petit à petit infusent dans certains territoires ce genre de pratiques. Évidemment, elles restent minoritaires. Mais évidemment, il faut traiter ce problème et traiter ce phénomène. Et c'est ce qui a été fait. Et encore une fois, je le distingue clairement de la radicalisation violente. Même si, M. Rougier a parfaitement raison de dire qu'il y a une porosité entre la radicalisation non violente et la radicalisation violente. Et j'y reviendrai, puisqu'on a eu malheureusement un exemple très clair, très net, le 16 octobre, mais j'y reviendrai dans mon exposé. Donc, petit à petit, donc, on va commencer à déployer des actions qui visent à entraver cet islam politique qui conduit à ce qu'on a appelé une forme de séparatisme au sein de la société, avec donc ces thèses qui feraient qu'on peut finalement mettre les lois de la République de côté, que la loi de Dieu s'impose, ce qui n'est absolument pas dans les valeurs et évidemment dans la tradition française, où il y a un espace commun, un espace public, où il n'y a pas où la religion n'a pas à s'exprimer, et puis surtout, la religion ne doit jamais s'imposer aux lois de la République. Ça, c'est un principe sacro-saint. Et d'ailleurs, le projet de loi vise, en confortant les principes républicains, à le rappeler de manière extrêmement claire, simple et ferme. On voit que cet islam politique, dont je disais qu'il ne s'incarne pas forcément dans une radicalisation violente, la violence qu'il comporte, c'est la séparation qu'il crée finalement. C'est-à-dire qu'une partie de la société française, si on écoutait les tenants de ces théories, vivrait avec leurs règles, leurs normes en dehors de la République. Et ça,
on peut considérer que c'est une forme de violence. Et puis, il ne faut pas oublier que dans l'attaque qui a visé le professeur Samuel Paty, donc qui a été assassiné par finalement un terroriste, un jeune homme qui agit, qui se radicalise très rapidement et qui agit parce qu'il considère qu'une insulte est apportée au prophète et donc qui intervient. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire, la cible qu'a retenue ce terroriste, elle lui a été désignée par des messages portés par l'islam politique et l'islam séparatiste, par ce parent d'élève, par cet imam qui sont venus dans ce collège, qui ont finalement désigné une cible à la mouvance terroriste. Mais au cas d'espèce, on a même la cible qui est désignée par un message qui se voulait un message d'islam politique et qui se termine finalement par un acte terroriste. Et donc c'est évidemment pour ça que ce combat, il faut le mener de manière extrêmement équilibrée et qu'il sera mené dans le cadre donc de ce nouveau projet de loi. Pourquoi en arrive-t-on à un projet de loi ? Donc effectivement, c'est une réflexion qui a été longue, et c'est bien normal, et on en arrive finalement à un projet de loi parce que cette action qui est menée de lutte contre l'islam politique est une action qui s'est effectuée pour l'instant à droit constant, c'est-à-dire en utilisant les outils juridiques existants, des textes qui régissent l'éducation nationale, des textes qui régissent le droit des sports, des textes qui régissent l'organisation des collectivités locales, la tenue des débits de boissons, et on s'est rapidement aperçu, et c'est donc l'option qui a été retenue par le président de la République, par le gouvernement, d'où le dépôt de ce projet de loi, que pour certaines actions, il était sans doute nécessaire d'aller plus loin et d'avoir des dispositions de nature législative pour permettre de mieux lutter, évidemment, contre l'islam politique. Et ce projet de loi, donc on aura l'occasion de répondre aux questions, mais il contient un certain nombre de mesures extrêmement importantes qui vont permettre, dans un certain nombre de situations, d'avoir une action renforcée et qui n'était pas possible à droit constant. On a des textes qui permettent de dissoudre des structures associatives chaque fois qu'il y a des appels à la haine, à la violence, ou des appels à la discrimination, et évidemment dans les situations où il y a une apologie du terrorisme ou le fait donc, de prôner des thèses djihadistes. Donc, un certain nombre de structures ont été fermées, et ce texte va être modifié pour permettre également de fermer un certain nombre de structures lorsqu'au sein de dissoudre un certain nombre d'associations, lorsqu'au sein de ces associations, il y aura eu des adhérents qui auront tenu de tels propos sans être recadrés, entre guillemets, par le dirigeant de la structure associative. De la même façon, il sera possible de fermer des lieux de culte au seul fait que dans ces lieux de culte sont tenus des propos qui incitent à la haine, à la violence, qui incitent des propos qui ne sont pas acceptables. Il sera possible de fermer ces lieux de culte, évidemment après une procédure contradictoire, mais sans avoir la condition qui est actuellement imposée dans la loi SILT dont je parlais, qui est de le faire à des fins de prévention du terrorisme. Dissolution d'associations, fermeture de lieux de culte quand on sera dans des configurations confrontées au développement d'un islam politique, radicalisé, séparatiste. Et puis, il y a d'autres mesures, évidemment, dans le texte, mais on aura, je pense, l'occasion d'y revenir sur les questions qui nous seront posées, comme par exemple cette mesure qui permettra au préfet, dans certaines conditions très encadrées, de pouvoir agir quand une collectivité locale organise son service public en méconnaissance des principes républicains. Et je citais tout à l'heure l'exemple de ces services publics qui fonctionnent avec des horaires différenciés en fonction du fait qu'ils accueillent des hommes ou des femmes. Les préfets auront la possibilité, sous le contrôle du juge, de suspendre le fonctionnement de ces services. Il y a deux choses fondamentales que je voudrais dire et qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est que toute cette politique qui est menée, elle ne se résume pas, comme on le dit trop souvent, dans une expression d'une politique répressive. Évidemment qu'il y a des mesures de fermeté qui sont prises, et on l'a vu ces derniers temps, et on le voit depuis 2017. Je dois dire que depuis 2017, ce sont un peu moins de 400 structures qui ont été fermées dans le cadre de la politique qui a été menée par les gouvernements successifs. Évidemment, cette politique se poursuit, c'est une politique répressive, mais qui n'est pas que répressive.
je dois le dire, et il faut le dire, et le président de la République l'a rappelé au Mureaux, la lutte contre l'islam politique, c'est aussi une politique sociale qui vise dans certains territoires à réinstaller la République, à réinstaller des services publics, à avoir une vraie politique d'égalité des chances qui fasse que finalement tout le monde au sein de la société française trouve sa place. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La deuxième chose que je voulais dire pour clore mon propos, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Et évidemment, il n'a échappé à personne que la mouvance islamiste politique radicalisée se défend en disant que ces textes, ils sont islamophobes. Et que finalement, ce qu'on vise, c'est l'ensemble des musulmans. C'est évidemment complètement faux. Ce qui est visé, ce ne sont pas l'ensemble des musulmans, ce sont les islamistes radicalisés qui essaient d'imposer une loi religieuse par rapport aux lois de la République. Et ça n'est pas acceptable, premièrement. Deuxièmement, ça ne concerne qu'une minorité de musulmans et que la grande majorité des musulmans, et c'est ce qu'ils font actuellement, n'aspirent qu'à une chose, c'est à pouvoir pratiquer leur foi en toute sécurité, en toute tranquillité au sein de la République française. Et c'est ce qu'ils font et c'est ce qu'ils nous demandent.